Dans cette série de plusieurs vidéos, je vais aborder avec vous un sujet central en biologie, la théorie de l'évolution. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je me dois d'expliquer ce qu'est une théorie scientifique. Car en science, ce mot a un sens bien différent par rapport au langage courant. Dans le langage courant, une théorie, c'est un ensemble d'idées sur un sujet qui relève de l'opinion, sans preuve. Ces idées restent théoriques. En science, en revanche, la théorie explique un phénomène. Elle s'articule autour de faits, d'observations, de résultats d'expérience auxquels elle donne une cohérence. C'est le cas de la théorie de l'évolution, elle n'est pas du tout théorique. Revenons-en à la théorie de l'évolution. Pendant très longtemps, et pour plein de raisons, les humains ont majoritairement pensé que les êtres vivants actuels ont toujours existé. Quoi de plus naturel, les chats font bien des chats, les humains font des humains. Et de génération en génération, il est logique de penser que ces espèces font leur petit bout de chemin les unes à côté des autres, sans se modifier. Sauf que cette affirmation est tombée sur un os, littéralement. Très tôt dans l'histoire, on est tombé sur des humains qui sont tombés sur des ossements étranges que l'on ne pouvait attribuer à aucune espèce connue. Par exemple, en 1676, le révérend Robert Plot décrit un os mystérieux de très grande taille trouvé en Angleterre. À l'époque, on tourne le problème dans tous les sens. Certains imaginent que les os pourraient naître, se générer tout seuls dans la Terre. D'autres se réfèrent à l'histoire, notamment au totalement badass général Hannibal, un Carthaginois qui en 218 a fait la guerre aux Romains monté sur des éléphants. Le souci avec cette histoire, c'est qu'il n'a jamais été affirmé qu'Hannibal aurait poursuivi ses conquêtes jusqu'en Angleterre. Cependant, en l'état des connaissances, les deux théories sur les fossiles, c'est-à-dire la génération spontanée dans le sous-sol ainsi que les éléphants d'Hannibal, les deux paraissent crédibles, sauf qu'au cours des siècles, un peu partout sur la planète, les connaissances sur les fossiles se multiplient et naît une nouvelle discipline qui s'appelle la paléontologie. La paléontologie est la discipline scientifique qui étudie les restes fossiles des êtres vivants du passé et les implications évolutives ressortant de l'étude de ces restes. Cette discipline est fondée par Jean-Baptiste Lamarck, dont on parlera plus tard dans la seconde vidéo. Ce qui devient évident grâce à l'accès à toutes ces archives fossiles, c'est que contrairement à ce que la majorité des gens ont pu penser jusqu'alors, eh bien, tous les êtres vivants actuels n'ont pas toujours existé. Par exemple, on ne trouve pas de fossiles de notre espèce, Homo sapiens, au-delà de 300 000 ans. Un autre exemple, on peut dater les plus vieux fossiles de primates, les singes si vous préférez, aux alentours de 60 millions d'années. Et inversement, il y a des espèces fossiles qui existaient autrefois et qui semblent avoir un beau jour disparu. On observe aussi que certains fossiles semblent être les descendants d'espèces fossiles plus anciennes, et certains caractères de ces fossiles laissent penser qu'ils pourraient être apparentés aux espèces actuelles. Un des fossiles les plus marquants, par exemple, c'est Archaeopteryx, un petit dinosaure qui vivait à la fin du Jurassique et dont on retrouve plusieurs fossiles en Allemagne. Ce qui est vachement cool avec ce dinosaure, c'est qu'il a des plumes. C'est pourquoi on l'a souvent présenté comme une espèce intermédiaire entre les dinosaures et les oiseaux. Mais en réalité, on n'a qu'une vision très limitée des espèces qui ont autrefois existé, car un tout petit nombre d'entre elles ont trouvé les conditions pour se fossiliser et arriver jusqu'à nos jours sous forme de roches. De plus, on n'a pas creusé partout, et des nouveaux fossiles, on en découvre chaque année. C'est pourquoi en fait on n'a pas trouvé l'espèce intermédiaire entre les oiseaux et les dinosaures, on a plutôt trouvé une espèce, parmi les nombreuses espèces, qui font partie des branches qui ont mené jusqu'au groupe des oiseaux. Sur cette illustration de la grande famille qui a englobé l'Archaeopteryx et les oiseaux actuels, le temps se lit de gauche à droite et chaque branche représente une espèce. Plusieurs espèces différentes descendent les unes des autres au fil des millions d'années. Et chaque point de naissance de deux nouvelles branches est un ancêtre commun à ces deux nouvelles espèces. La plupart des espèces n'ont pas la chance d'avoir des descendants et disparaissent. Et dans cet arbre-là, seul le groupe des oiseaux a survécu jusqu'à nos jours. Pour simplifier, si vous ne deviez retenir qu'une seule notion de cette vidéo, ce serait celle-ci. L'évolution du vivant racontée par les fossiles, c'est une diversification
marqué par de nombreuses crises où on observe la disparition de nombreuses branches, le tout vers les espèces actuelles. Cette diversification continue au moment où je vous parle, tout comme les disparitions, ce qui veut dire que les espèces actuelles ne sont qu'un instantané, qui sera bien différent si l'on revient observer tout ça d'ici quelques millions d'années. Un fait encore plus perturbant, c'est que si plusieurs espèces naissent d'une seule, et que ce phénomène se produit depuis que le vivant existe, on peut en conclure que tous les êtres vivants ont une origine commune, ils descendent d'un seul ancêtre commun. On l'a nommé LUCA pour Last Universal Common Ancestor, le dernier ancêtre commun universel. Il ressemblait probablement à une petite cellule qui vivait dans les océans il y a quelques milliards d'années. On en déduit que vous, moi, sommes cousins du pigeon, du chat ou encore du fenouil, puisque nous descendons tous de LUCA. La semaine prochaine, on ira fouiller du côté des mécanismes de l'évolution. On sait que les espèces se modifient au cours du temps, mais comment ? En attendant, je vous souhaite d'excellentes vacances.